Les titres de ce 21 juillet 2015, l'ouverture du premier congrès international de lutte contre le virus Ebola ce matin à Malabo. Le président mauritanien était présent. Pour sa deuxième journée consécutive, les jeunes venus des pays voisins assistent le forum sur le développement durable et la paix. Et puis l'actualité hors de nos frontières nous mènera au Sénégal où le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été suspendu jusqu'au 7 septembre prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur les ondes de votre chaîne privée Al-Wataniya pour ce nouveau bulletin d'information. Le président mauritanien, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a regagné Nouakchott ce mardi après-midi en provenance de Malabo. Il avait pris part à la conférence mondiale sur la lutte de l'Afrique contre l'épidémie d'Ebola. En marge de cette conférence, Ould Abdelaziz a reçu au palais des congrès de Malabo le premier ministre égyptien, M. Brahim Mahleb, qui représente son pays au premier sommet africain de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Toujours dans le cadre de la conférence tenue dans la capitale équato-guinéenne, Malabo, qui a abrité ce premier sommet international de lutte contre le virus Ebola, un congrès auquel on prépare des leaders du continent africain, présidents et premiers ministres, en plus d'organisations et de spécialistes d'envergure internationale officiant dans le domaine de la santé. Mohamed Yahya Abdelwadoud, explication. À Malabo, les leaders africains ont conscience des dangers qui guettent leur continent et tourmentent leurs partenaires au développement et à la sécurité. En début de semaine, l'Organisation mondiale de la santé avait prévenu contre la prolifération du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, à tel point que les autorités sanitaires de la région ne pourront guère y faire face. Prenant la parole, la directrice de l'OMS, Dr Margaret Chan, a déclaré que la propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus forte, la plus complexe depuis l'apparition de la maladie il y a 4 décennies. Surtout au sein des pays les plus touchés, ce qui n'a pas manqué d'exacerber les craintes des leaders africains. Les participants au sommet de Malabo cherchent à coordonner leurs efforts afin de faire face au virus mortel et à trouver un moyen probant d'arrêter la pandémie au lieu de bloquer les frontières. Un blocage des frontières qui a eu comme résultat de porter gravement préjudice à l'économie des pays ouest-africains touchés. Il s'agit notamment de la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il est à rappeler que le virus Ebola est apparu pour la première fois en 1976 au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo. Les pays d'Afrique se sont efforcés d'y faire face. Mais l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest a pris une ampleur inquiétante avec plus de 10 000 victimes. Nouakchott va accueillir du 25 au 27 juillet le 31e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Selon certaines sources, cette rencontre va réunir dans la capitale mauritanienne des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Cette rencontre est pilotée par le ministère mauritanien de l'Environnement et du Développement durable, prévu à Nouakchott le 27 juillet prochain. Ce sommet sera précédé de la 4e session ordinaire du Conseil des ministres et de la réunion préparatoire du comité technique des experts. Lancé en 2007 par l'Union africaine, le projet Grande Muraille Verte devra traverser 20 pays de la région sahélo-saharienne, dont la Mauritanie. Pour cette deuxième journée consécutive, les jeunes venus des pays voisins assistent le forum sur le développement durable et la paix. Ils ont tour à tour donné leur point de vue sur la situation actuelle de la jeunesse africaine. Le compte-rendu est signé Babacar Nam. Le Forum de la jeunesse africaine sur le développement durable et la paix s'est ouvert ce lundi 20 juillet au palais de congrès de Nouakchott. Des délégations de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, du Niger sont venues assister à cette grande rencontre de la jeunesse africaine. L'ouverture de ce forum a été présidée ce lundi par le Premier ministre mauritanien Yahya Ould Hademin. Les organisateurs veulent impliquer la jeunesse de cette région dans le processus de développement durable, la prévention de l'extrémisme violent et la migration. 3 thèmes majeurs qui domineront les débats durant ces 3 jours. Cette jeune femme guinéenne appelle les jeunes africains à la mobilisation.
Nous sommes très motivés parce que, comme vous le savez, la Guinée, c'est un pays en voie de développement. Il est important que la jeunesse s'exprime sur comment il veut que les objectifs du développement durable soient pris en charge. Parce qu'au fait, vous savez, les jeunes sont au cœur du développement. Ce sont les plus concernés et ce sont les jeunes qui sont le futur de ce continent. Alors c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que je suis en train de participer ici à ce forum. Pour la représentante du Mali, il est temps que les Africains vivent dans la paix. Je suis là pour représenter mon pays. Je lance un appel à mes frères africains de se donner la main pour la paix, le développement durable de notre pays, notre chère Afrique. Nous sommes tous des Africains. Il faut cesser de se battre. Chez nous au Mali, on a chaud. Nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de différence entre nous là-bas. Il faut que les autres comprennent qu'on est tous des Africains, on est tous des Maliens. Selon le conseiller du Premier ministre burkinabé, cette rencontre est une importance capitale pour la jeunesse africaine. C'est aussi pour nous une occasion de partager avec nos pairs d'Afrique des expériences nouvelles sur les nouveaux paradigmes qui sont développés ici, notamment le développement durable et l'extrémisme violent, qui ne concerne pas que les pays qui sont touchés par le terrorisme directement, mais le Burkina également est concerné par cette question, avec récemment des attaques de djihadistes qui ont enlevé des citoyens d'autres pays au Burkina. Donc nous pensons qu'il est très important que la jeunesse prenne en compte ces questions, soit écoutée à ce niveau-là et puisse faire des propositions concrètes pour les changements donc, dans le monde que nous souhaitons voir. Et nous sommes également heureux de voir que ce forum est habilité par la Mauritanie, qui est un pays à côté du Maghreb, mais également tout proche de l'Afrique noire. Et nous pensons que c'est ensemble justement que ces questions doivent être réfléchies, intégrées au niveau de la jeunesse. Et nous pensons qu'au sortir de ce forum, des recommandations fortes devraient sortir pour mieux accompagner les gouvernants avec plus d'implication des jeunes. Parce que, nous le disons toujours, si la jeunesse n'est pas prise en compte maintenant, elle sera un danger pour l'Afrique de l'avenir. Il est important d'échanger et de partager des expériences et des idées afin de parvenir à circonscrire l'extrémisme violent et de contribuer aux objectifs de développement durable et la paix dans le continent. Un compte rendu signé Babacar Nam. Et puis avant la saison des pluies génératrices d'eau stagnante que connaît chaque année la capitale, les autorités viennent de lancer lundi une campagne destinée à lutter contre les moustiques dans les différentes mouratas de Nouakchott. Cette campagne a été lancée depuis le siège du Centre national pour la lutte anti-acarienne et anti-aviaire par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, co-organisatrice de cette opération avec le ministère de la Santé. 4 jours durant, 20 équipes motorisées vont sillonner tous les quartiers de la ville. 5 équipes vont se déployer dans Nouakchott Ouest, 5 autres dans Nouakchott Sud et enfin 4 dans Nouakchott Nord. Les conditions d'hygiène sont plus que douteuses au début de Nantes, qui s'écoule à chaque geste qui est loin d'être précis malgré la longue expérience des charretiers qui font office de puisatiers, sans oublier les multiples désagréments liés à l'attroupement des ânes. Le reportage est signé Tima Mohamed Fatel. La Mourata'a de Teyeret avec 6 charrettes de vente de barils d'eau attelées à des ânes. C'est ainsi que se déroule l'opération d'approvisionnement des charrettes au robinet avant de se disséminer dans les divers quartiers environnants à la recherche d'éventuels clients. À cause de conditions qualifiées de pénibles, les charretiers exhortent les pouvoirs publics à leur accorder un espace spécifique, approprié afin de leur permettre de servir les citoyens. Car ils reçoivent au quotidien de multiples plaintes de la part des riverains, comme des passants qui ne cessent de leur demander de quitter les lieux. Les riverains nous demandent souvent d'évacuer les lieux. Nous sommes des citoyens. Je travaille depuis 1997 dans le secteur, jusqu'en 2009. Comme charretier et depuis comme gérant de fontaine. Nous demandons à l'État de nous attribuer une concession où nous pourrons travailler dans le calme sans porter préjudice à quiconque. Acquis au coût de 50 ouguiyas, la baril d'eau est vendu au consommateur à 200 ouguiyas. Le charretier y travaille toute la journée et n'a pas d'autre source de revenus.
Nous, charretiers, nous vendons le baril à 200 ouguiya, dont 150 comme recette. C'est à peine si nous parvenons à faire 8 à 10 voyages, ce qui signifie que le rythme de travail est faible. En plus, il y a les frais de nourriture des bêtes. Dans ces conditions plus que difficiles, à cause des odeurs nauséabondes, des ordures, des eaux boueuses et du vacarme incessant, il est évident que les charrettes indisposent les riverains, tout en leur fournissant tout de même un service vital, sans oublier les charretiers qui en vivent. Une équation à l'équilibre de laquelle les pouvoirs publics sont bien obligés de se pencher. Je vous le disais en titre, au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été suspendu jusqu'au 7 septembre prochain pour permettre aux 3 avocats commis d'office de s'imprégner du dossier. Anissa Taher nous en dit plus. L'ancien président tchadien Hissène Habré, jugé à Dakar depuis lundi 20 juillet au matin par des chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité, notamment avait prévenu il ne participera à ce qu'il considère comme une parodie de justice. Hissène Habré, 72 ans, vêtu de blanc et coiffé d'un turban, porté dans le box des accusés au palais de justice de Dakar par des agents de l'administration pénitentiaire. Il a levé le poing et crié « Allahu Akbar, Dieu est grand ». Dans la salle, une poignée de ses partisans lui criaient leur fidélité, jusqu'à ce que les gendarmes expulsent les perturbateurs et l'accusé conduit dans l'arrière-box, en dehors de la salle. De l'autre côté de la salle, les partis civils, avocats, victimes du régime Habré ou associations représentant les milliers de disparus exécutés sommairement ou morts en prison dans des conditions assistaient passivement à l'esclandre, drapé dans une profonde dignité. Le vieil homme refuse de comparaître. Il ne pourra pas s'opposer physiquement à la force des gendarmes, le portant dans son box, mais il a déjà provoqué une suspension de 3 heures qui s'étirait tout l'après-midi jusqu'au lendemain matin, le temps que la Cour demande à un huissier de lui notifier l'obligation de sa présence, ce qui n'exclut pas un nouveau coup de gueule une fois dans la salle. Et surtout, il a demandé à ses avocats de ne pas le défendre, de ne même pas venir dans la salle d'audience. La prochaine étape pour le président du tribunal, le Burkinabé Gberdao Gustave Kam, serait alors de nommer des avocats commis d'office. Selon toute vraisemblance, explique William Bourdon, l'un des avocats des victimes. Ils demanderont alors du temps pour examiner le dossier. 2 semaines, 3, leur stratégie sera sûrement de gagner du temps pour torpiller ce procès historique. Lundi, un avocat de l'ex-défense de Habré, M. Clédorli, a déclaré à l'Akhbar que ce procès est une escroquerie judiciaire orchestrée par le président tchadien et des pays occidentaux, dont la France, pour emmener Habré à l'abattoir. Merci à vous Anissa pour ces explications. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images avec Ndessa City. Violence, boycott et participation en berne au Burundi. Mardi, alors que la crise a déjà fait 80 morts et poussé plus de 160 000 Burundais à se réfugier dans les pays voisins, le scrutin s'est ouvert dans un climat délétère. Dans la nuit précédente, plusieurs grenades ont explosé et de nombreux tirs ont longuement retenti à Bujumbura. Un policier a été tué et un civil également. Cadre local d'un parti d'opposition, selon sa formation, a été retrouvé mort dans des circonstances indéterminées. L'élection s'est déroulée dans le calme, mais dans une ambiance empreinte de méfiance et d'inquiétude. Le secrétaire général à la Défense, Ashton Carter, s'est efforcé mardi de rassurer les alliés de Washington au Moyen-Orient au sujet de l'accord nucléaire conclu avec Téhéran, lors d'une tournée régionale qui l'emmène en Israël, Jordanie et en Arabie Saoudite. À Jérusalem, il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui refuse de se résigner à l'accord historique adopté le 14 juillet, par lequel Téhéran a accepté de réduire ses capacités en échange d'une levée progressive et irréversible des sanctions internationales. Le gouvernement turc a annoncé ce mardi de nouvelles mesures de sécurité et promis de faire rapidement toute la lumière sur l'attentat suicide attribué au groupe État islamique, qui a fait au moins 32 morts à Sourouk Sud, à la frontière syrienne. Longtemps épargnée, la Turquie a été spectaculairement rattrapée lundi par le conflit qui se déroule depuis plus de 4 ans à ses portes. 24 heures après l'attentat, le bilan officiel s'est alourdi mardi à 32 morts sur la centaine de blessés. 29 étaient encore hospitalisés.
Les États-Unis et leurs alliés ont mené hier une série de raids contre le groupe djihadiste État islamique avec 9 frappes aériennes en Syrie et 14 autres en Irak, a annoncé aujourd'hui l'armée américaine. En Syrie, les frappes ont visé des unités tactiques et des positions de l'IE près d'Alep, de Hasakeh, de Kobané et des champs de mines près de Raqqa. En Irak, les raids aériens auraient détruit des unités tactiques également, des véhicules et des positions tenues par les combattants islamistes près de 8 villes dont Massoul, Fallujah et Ramadi. Fatim Fall signe la page sportive de cette édition. L'élection du Suisse Joseph Blatter à la présidence de la FIFA aurait lieu le 26 février 2016, a décidé lundi à Zurich le comité exécutif de l'assistance suprême du football mondial, secoué depuis plusieurs. La nouvelle recrue d'Mbaba a allié puissance et finesse pour inscrire son deuxième but pour le Shanghai. L'ancien joueur de Chelsea a participé à la victoire de son équipe dans le championnat chinois. L'Américaine Serena Williams entame sa 250e semaine à la tête du classement VTA, publié lundi où la Tchèque Petra Kvitova et l'Italienne Sara Errani ont chacune gagné une place dans le top 20. Serena Williams, malgré son forfait au deuxième tour dans le tournoi du Bastap en Suède, rentre dans le cercle très fermé des joueuses ayant passé plus de 250 semaines en tête du classement. C'est le dernier élément de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui vous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite le rappel des principaux titres. Ouverture du premier congrès international de lutte contre le virus Ebola ce matin à Malabo. Le président mauritanien a été présent. Pour cette deuxième journée consécutive, les jeunes venus des pays voisins assistent au forum sur le développement durable et la pêche. Actualité internationale Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été suspendu jusqu'au 7 septembre prochain. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.